5-10 minutes après, peut-être plus vite, elle va venir me retrouver et elle va venir me dire « Tu sais, Joël, c'est pas normal qu'un adulte frappe un enfant. Je te demande pardon. » C'est la première fois qu'un adulte me demandait pardon. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Dr Joël Monzé, un neuroscientifique émérite, auteur de plusieurs livres. Bonjour Joël, ça va bien? Oui, très bien, et toi? Oui, donc ta carrière est assez prodigieuse et également au niveau de ton parcours. Mais en fait, je me suis toujours intéressé à tous les enjeux qui amènent les personnes à développer ou ne pas développer leur potentiel. Le fait d'avoir fait de la clinique pendant plusieurs années, ça m'a amené tellement de questions. Puis pour moi, le cerveau, c'est une passion. En fait, j'ai eu mon premier cours de neurosciences à 14 ans. Et ce jour-là, je dis « Waouh, ça c'est une révélation ». Donc j'étais déjà très amoureux de la psychologie à cette époque-là, très amoureux des neurosciences. Donc l'objectif, c'est de pouvoir le faire. Et par chance et par malchance, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle et mes parents m'ont imposé « tu fais ingénieur ou tu fais enseignement ». Je suis allé faire de la psychopédagogie, puis j'ai d'ailleurs enseigné pendant quelques années à des enfants, ce qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je donne beaucoup de formations. Donc c'est sûr qu'à travers toutes ces recherches que tu as faites et ton parcours académique et ton parcours clinique, et comment tu as pu amalgamer toutes ces connaissances, est-ce que tu peux nous donner des exemples? L'enseignant, quand il est en train de travailler dans une classe, le psychologue dans son bureau, ce qu'ils ont besoin, c'est d'identifier les leviers sur lesquels ils peuvent aider la personne. Parce que si on est trop centré sur le déficit et qu'on s'est trompé de lecture du comportement, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on va faire pire que bien. Par exemple, on peut avoir des enfants qui ont été abusés, et on va voir deux grands types de réactions chez ces enfants-là. Il y en a qui vont être complètement en rétraction et souvent ils vont partir dans la lune et ça fait en sorte que c'est des enfants qu'on pense être en déficit d'attention alors qu'il y a un trauma complexe qui est à la base. La même chose, on a des enfants qui sont surréactifs, qui vont préférer avoir l'attention négative. C'est un enfant qui a des traumas complexes, qui a besoin d'être rassuré pour affronter la réalité de la vie. Mais ce que tu exprimes, en fait, c'est le problème qu'on a de vouloir mettre chaque enfant dans un moule. La volonté d'intégrer tous les enfants, quelles que soient leurs conditions dans une classe, sur le plan social, c'est d'une noblesse extraordinaire. Le problème, c'est que les classes sont trop grosses pour ça. C'est qu'il faudrait qu'on vienne à des classes beaucoup plus petites pour permettre justement à l'enseignant de pouvoir faire une intervention adéquate. Quand il y a eu la crise sanitaire, le premier confinement a fait en sorte que tout le monde est resté à la maison, à part les métiers essentiels. Et on s'est rendu compte, notamment chez les enfants, qu'il y avait potentiellement plus de violences domestiques. Donc, les écoles primaires et maternelles ont été rouvertes pendant environ 6-7 semaines dans des classes bulles. Donc, on avait 10 enfants pour un adulte. Et il y a notamment Isabelle Gadebois, qui était la présidente de l'Association des orthopédagogues du Québec, qui, elle, consultait sa base et la plupart des gens disaient, écoute, même des jeunes qui avaient 2 ans de retard ont rattrapé 2 ans de retard en l'espace de 6 ou 7 semaines. Un chercheur a démontré une personne qui est en difficulté d'apprentissage et qu'on n'arrive pas à raccrocher au train, devenue adulte, elle coûte aux alentours de 30 000 $ à la société à chaque année. Donc l'argent, il est là. Est-ce que tous les enfants ont besoin de faire de l'algèbre? Est-ce que tous les enfants ont besoin de faire des intégrales? Mais on veut mettre tout le monde de la même manière dans le même moule. Et on se rend compte en fait qu'ils avancent, ils accumulent de plus en plus de difficultés, ils perdent confiance en eux, il y a plus d'estime de soi. Petit à petit, ce sont des jeunes qui décrochent, non seulement au niveau scolaire, mais au niveau social aussi. Mais on en échappe combien pour les quelques-uns qu'on est capable de réchapper? On sait très bien qu'il faut le faire. Il faut un changement. Donc, toi, quelle serait ta vision? Ce qui a changé beaucoup ces dernières années, les protocoles de recherche en santé ont permis d'identifier beaucoup plus le lien entre les situations d'échec et la violence éducative que les enfants peuvent vivre dans leur parcours scolaire ou dans leur famille, en lien avec les maladies chroniques. Mais l'élément majeur qui fait en sorte que la personne bascule vers une maladie chronique, c'est la présence de traumas complexes acquis durant l'enfance et l'adolescence.
Parce qu'un enfant qui est continuellement soumis à des échecs et qui ne croit plus à son potentiel, c'est sa résilience qu'on a détruite. Et s'il n'y a plus de résilience, mais c'est certain que les traumas complexes vont être beaucoup plus d'ampleur. Parce qu'on a tous une partie des pièces du casse-tête et c'est ensemble qu'on va arriver en fait à peut-être proposer à la population un projet de société qui tiendra la route. Si on réinvente la base, comment on accueille un enfant, comment il est encadré, on va générer moins de détresse mentale, moins de maladies chroniques. On doit avoir un regard similaire dans le sens que si toi tu fais de la recherche en pharmaco, si moi je fais de la recherche en neurosciences, mais c'est l'ensemble des connaissances qui va nous permettre de dégager des théories qui tiennent la route. Mais prouver que la bienveillance est vraiment fondamentale pour aider un enfant à grandir, c'est très difficile, voire impossible de le démontrer. Par contre, aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans le cerveau. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si on voit, par exemple, chez des enfants qui ont subi de la violence, on constate que le volume de leur cerveau est plus petit que leur père du même âge, ça montre que le cerveau n'arrive pas à maturer de manière adéquate. La partie préfrontale est vraiment un indicateur essentiel pour nous permettre de voir si la personne développe ou ne développe pas son plein potentiel. Chacun à notre façon, nous interagissons et nous avons un impact sur le patient. Et si on pouvait aussi au niveau de la population avoir un message de l'importance de continuer toujours dans des activités. Dans ta clinique, tu avais des adultes. Beaucoup de personnes qui, au début de leur vingtaine, reçoivent un diagnostic de trouble de la personnalité limite, arrivent à rencontrer des bons amis sur qui ils peuvent s'appuyer, vraiment une loyauté entre eux. S'ils ont éventuellement le bon partenaire de vie ou la bonne partenaire de vie, un métier dans lequel ils peuvent se réaliser, si éventuellement ils vont s'aider d'une psychothérapie qui va accélérer le processus, ce diagnostic peut disparaître dans la trentaine. Il faut savoir qu'on est programmé pour être heureux. Donc, tu vas avoir moins besoin d'énergie. Mais c'est rare que ce soit un seul professionnel qui va avoir l'outil magique. Parfois, ça arrive. Parfois, une question. Par chance, c'était la question à poser pour pouvoir reprendre la maîtrise de sa vie. C'est que cette porte d'entrée que tel professionnel va pouvoir ouvrir pour le patient va déclencher un processus de conscientisation aussi. Oui, puis même au niveau de la gestion des émotions, c'est très bien illustré par une série dans laquelle Roy Dupuis est impliqué, À cœur battant, où il travaille avec des hommes violents. Il essaye de leur faire ressentir qu'est-ce que leur corps leur dit avant que leurs gestes ne disent des choses. Quand j'ai eu des personnes qui étaient schizophrènes dans mon bureau, s'il n'y avait pas des bons médicaments pour stabiliser leurs humeurs, je peux rien faire comme psychothérapeute. Donc, il y a un besoin d'utiliser la pharmacothérapie pour pouvoir arriver à apaiser la personne. Et alors après, on peut faire des interventions psychosociales ou des interventions psychothérapeutiques. Mais ça reste quand même que le résultat appartient à la personne. Et donc, toute personne qui s'attribue la guérison de quelqu'un est simplement en train de tomber dans de l'orgueil. Ah oui, effectivement. Tu as écrit beaucoup de livres, hein? C'est quand même impressionnant, ta bibliographie. On parle de combien de livres? Là? Il y en a 10-12, mais je suis parti avec un nouvel éditeur pour une série de livres qui vont paraître à intervalles réguliers. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont inspiré, qui est venu allumer justement cette flamme en toi? Mais en fait, je te dirais, il y a eu notamment une enseignante, ça fait 2-3 jours qu'on est rentré, je demande, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Les copains disent, ouais, t'as le droit, donc je le fais. Mais ils préviennent l'enseignante, « Hey, il y a Joël qui est en train de faire ça. » L'enseignante qui sait que j'ai pas le droit, les élèves le savaient aussi, et elle vient me chicaner. À ce moment-là, je viens de me rendre compte que je viens de me faire tester par les copains. Ils m'ont joué un mauvais tour, et je suis en colère contre les copains. Mais l'enseignante, elle me voit réagir avec colère, d'accord? Et en plus, je la fixe dans les yeux, parce que je suis plein de colère. Elle va réagir et elle me gifle. Mais au bout de 5-10 minutes après, peut-être plus vite, elle va venir me retrouver et elle va venir me dire « Tu sais, Joël, c'est pas normal qu'un adulte frappe un enfant. Je te demande pardon. » C'est la première fois qu'un adulte me demandait pardon après m'avoir frappé. J'étais frappé à la maison, tant par le père que la mère. J'ai été frappé par des enseignantes auparavant. À cette époque-là, c'était encore toléré. Cette enseignante-là, il y a eu un lien qui s'est créé pendant cette année-là qui a été effroyablement puissant parce que c'est la première fois de ma vie que je me sentais en sécurité quelque part. Oui, je sais, ça a dû être comme quelqu'un qui t'a beaucoup apporté de renforcement positif et d'estime. Je sais qu'à 12 ans, je me suis promis de ne jamais perpétuer le cycle de violence que mes parents m'ont donné en héritage. Je n'en veux pas à mes parents
parce que eux ont été en gestation pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans des moments les plus terribles de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a des traces majeures. Ça ne justifie pas l'éducation qu'ils nous ont donnée, mais ça me permet de la comprendre. Quand j'avais 14 ans, il y a aussi une télésérie qui s'appelait Pause Café Joël Mazar. C'est une travailleuse sociale qui intervenait dans les écoles et qui essayait de comprendre les élèves. Donc, plutôt que de les chicaner quand ils faisaient des niaiseries, c'est d'essayer de les comprendre et de les défendre par rapport à ce que les adultes pensaient des étudiants et des élèves. Elle était précurseur. Probablement. Nous créons aussi des problèmes parce que on manque de présence auprès de nos enfants, auprès de nos élèves dans les écoles et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on va pathologiser nos jeunes alors qu'on a une part de responsabilité? Alors moi, je l'ai accepté comme individu, qu'il y a plein de films qui nous montrent comment des enseignants comme Madame Dardenne, dont je parlais tantôt, mon enseignante de 2e année, font une différence majeure dans la vie des gens. Donc si nous, on peut être là, présent auprès de nos jeunes et les aider à augmenter la lumière qui est à l'intérieur d'eux et à bien entretenir cette lumière-là pour qu'ils fassent quelque chose de constructif de leur vie, ben, c'est là que notre société sera plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse. Et je suis certain que notre santé globale va s'améliorer puisque on gérera mieux nos émotions. Je te remercie beaucoup, Joël. C'était vraiment une conversation très enrichissante et je suis certaine qu'on va reprendre. Avec plaisir. Merci. Merci.